Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 9 décembre. 60e jour du cessez-le-feu à Gaza, l'entité sioniste continue de faire des victimes. Depuis le 7 octobre 2023, 70 366 Palestiniens sont tombés en martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Le ministre d'État algérien Ahmed Attaf, reçu à Bratislava par le Premier ministre slovaque Robert Fico, après avoir inauguré l'ambassade d'Algérie dans la capitale de la Slovaquie. Sahara occidental, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Rali, réaffirme le rejet catégorique par son peuple de toute solution unilatérale ne garantissant pas l'exercice de son droit à l'autodétermination. Dans le conflit russo-ukrainien, les autorités ukrainiennes annoncent la mort de 5 personnes et plusieurs blessés dans un présumé bombardement russe intense sur les provinces de Kherson et Donetsk. Et puis le Kremlin dément catégoriquement les allégations européennes selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine souhaitait restaurer l'Union soviétique et s'en prendre à l'OTAN, les qualifiant d'absurdes. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps d'un martyr ainsi que 6 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 377 Palestiniens sont tombés en martyrs et 987 autres ont été blessés, tandis que les corps de 626 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 70 366 martyrs et 171 064 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et au 60e jour de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, l'entité sioniste a intensifié ses raids, notamment à l'est de la ville de Gaza, Khan Younes et Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Depuis hier soir, au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés dans des raids visant le nord de la ville de Gaza et Deir el-Balah. Ils étaient assis chez eux, pensant être en sécurité grâce au cessez-le-feu et à l'absence de danger. Il a été bombardé alors qu'il était chez lui. Sa mère se trouvait à quelques pas de lui. Dieu l'a sauvé. Ici, il n'y a aucune sécurité. Le cessez-le-feu n'est pas respecté. La guerre continue. Des gens sont bombardés chaque jour dans leurs maisons. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'intrusion non autorisée des forces de l'occupation sioniste dans le siège de l'UNRWA à Al-Quds Est occupé, réaffirmant que de pareils lieux jouissent de l'inviolabilité conformément aux accords internationaux. Turning to the situation in Jerusalem, as you may have seen, Concernant la situation à Jérusalem, comme vous avez pu le constater, la police israélienne accompagnée de représentants de la municipalité a pénétré de force dans l'enceinte des Nations Unies utilisée par l'UNRWA à Jérusalem-Est. Je tiens à vous dire que le secrétaire général condamne fermement l'entrée non autorisée des autorités israéliennes dans l'enceinte des Nations Unies de Sheikh Jarrah. Cette enceinte demeure un lieu des Nations Unies et est inviolable et à l'abri de toute autre forme d'ingérence. Le secrétaire général exhorte Israël à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir, préserver et faire respecter l'inviolabilité des locaux de l'UNRWA et à s'abstenir de toute autre action à l'encontre d'Israël. En ce qui concerne les locaux de l'UNRWA, conformément aux obligations d'Israël en vertu de la Charte des Nations Unies et à ses autres obligations en vertu du droit international, y compris celles relatives aux privilèges et immunités des Nations Unies.
Et toujours en Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont mené ce mardi une vaste campagne de raids et d'arrestations. Au moins 26 Palestiniens ont été emportés manu militari lors de raids menés à Ramallah, Salfit, Tamoun et Naplouse. Les forces de l'occupation ont aussi fait une incursion à l'université de Birzeit à Ramallah et ont arrêté plusieurs de ses gardes. Par ailleurs, les avions de guerre des forces de l'occupation sioniste ont de nouveau visé dans la nuit d'hier des zones du sud du Liban en violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur en bombardant la région de Djba, une zone montagneuse à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Récemment, le président libanais Joseph Aoun a rencontré une délégation d'ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, les exhortant à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte le cessez-le-feu et se conforme aux résolutions internationales. Je vous le disais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce soir par le Premier ministre slovaque, Robert Fico, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Slovaquie, chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les liens d'amitié et de coopération bilatérale et se sont félicités de l'échange de représentations diplomatiques entre l'Algérie et la Slovaquie, tout en saluant la forte volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays pour intensifier les consultations à différents niveaux en vue de renforcer la cadence prometteuse qui caractérise cette coopération dans divers domaines à dimension stratégique. Auparavant, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé ce mardi la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Bratislava, et ce, à l'entame de la visite officielle qu'il effectue en Slovaquie, chargée, je vous le rappelle, par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. En prit part à la cérémonie Juraj Planar, ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes, Marek Estok, secrétaire d'État auprès du ministre slovaque des Affaires étrangères, les ambassadeurs des deux pays, des membres du corps diplomatique en présence de représentants de la communauté algérienne établie en Slovaquie. Et à cette occasion, le ministre d'État algérien a souligné l'importance de l'échange de représentations diplomatiques entre l'Algérie et la Slovaquie en vue de renforcer la dynamique croissante que connaissent les relations d'amitié, de coopération et de partenariat existant entre les deux pays en les hissant à des niveaux plus hauts. I am deeply pleased and truly. Je suis profondément heureux et vraiment honoré de commencer le programme de ma visite en Slovaquie avec ce moment solennel, l'inauguration officielle de l'ambassade d'Algérie dans cette charmante et historique ville de Bratislava. De tels moments sont en effet très précieux dans la vie des nations. Ils marquent des tournants, ils ouvrent de nouveaux horizons et ils restent à jamais gravés dans notre mémoire commune. Aujourd'hui est l'un de ces moments pour l'Algérie et la Slovaquie. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités slovaques pour leur importante décision de rouvrir leur ambassade à Alger. For their important decision to reopen their embassy in Algiers. Toujours dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en Slovaquie, Ahmed Attaf a tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue slovaque, Juraj Planar. Ces entretiens ont permis de passer en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et de prospecter leurs perspectives d'avenir dans divers domaines prioritaires, notamment l'énergie, les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique et les ressources en eau, ainsi que les secteurs de l'industrie et de l'agriculture.
À cette occasion également, les ministres des Affaires étrangères algériens et slovaques ont évoqué plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment palestiniennes et sahraouies. We have also come to realize that although we hail from different cultures, nous avons également réalisé que, bien que nous venions de cultures différentes, nous sommes profondément unis par les mêmes valeurs fondamentales. Une défense ferme de la souveraineté et de l'indépendance, un rejet clair de l'ingérence étrangère, une quête constante de paix et de justice dans le monde et une croyance inébranlable que chaque peuple a le droit sacré de choisir sa propre voie et de façonner son propre avenir. Nous avons également réalisé que malgré toutes les différences apparentes, l'Algérie et la Slovaquie ont toujours été des mêmes idées sur la scène mondiale. Nos positions sont fondées sur les mêmes valeurs et principes. Nous considérons les grands enjeux de notre époque dans le même esprit et nous sommes unis pour défendre les réalisations les plus sacrées que l'humanité ait jamais faites, le droit international, le système multilatéral et l'Organisation des Nations Unies elle-même. and the organization of the United Nations itself. Lors de ces mêmes discussions, Ahmed Attaf a indiqué que l'ambassade d'Algérie à Bratislava ne ménagerait aucun effort pour renforcer le rapprochement entre l'Algérie et la Slovaquie. Drawing on all these shared values and common En s'appuyant sur toutes ces valeurs communes et ces aspirations communes, l'ambassade d'Algérie à Bratislava ne ménagera aucun effort pour nourrir et renforcer davantage les liens qui rapprochent toujours nos deux nations. Ce sera un pont vivant entre nos peuples, une plateforme ouverte pour un dialogue constant et une force motrice pour toutes les initiatives qui, espérons-le, serviront les intérêts des Algériens comme des Slovaques. for all initiatives that will hopefully serve the interest of Algerians and Slovaks alike. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a également rencontré ce mardi au siège de l'ambassade d'Algérie à Bratislava des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Cette rencontre a été l'occasion pour Attaf d'échanger avec des membres de la communauté nationale, de s'enquérir de leurs conditions de résidence et d'écouter avec intérêt leurs priorités et préoccupations, tout en insistant sur l'importance de leur contribution au renforcement des liens humains entre l'Algérie et la Slovaquie. Je vous en parlais également en titre. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Rali, a réaffirmé le rejet catégorique par le peuple sahraoui de toute solution unilatérale qui ne garantirait pas l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Rali, qui s'exprimait à l'ouverture des travaux de la 8e session ordinaire du secrétariat national, a aussi appelé ou rappelé la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. La question sahraoui a enregistré une présence continue sur la scène internationale et la position de l'État sahraoui a été renforcée au sein de l'Union africaine et de ses institutions et partenariats. La période d'évaluation a également vu l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a réaffirmé que toute solution au conflit du Sahara occidental ne peut être réalisée qu'en garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui à l'instar de tous les peuples et pays du monde en conformité avec la charte et les résolutions des Nations Unies. Brahim Rali, qui a par ailleurs salué les positions équilibrées et conformes au droit international qui ont conduit à privilégier le droit à l'autodétermination comme principe et objectif dans toute solution au conflit du Sahara.
Face à ce que nous avons observé lors de la discussion de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a tenté de faire passer une proposition d'une force d'occupation illégitime comme seule solution à un conflit classé par les Nations Unies comme un cas de décolonisation, nous notons les positions équilibrées et conformes au droit international qui ont conduit à privilégier le droit à l'autodétermination comme principe et objectif dans toute solution au conflit du Sahara occidental. Brahim Rali a tenu aussi à saluer la position immuable de l'Algérie vis-à-vis de la question sahraoui et son soutien indéfectible aux causes justes. À cette occasion, saluons chaleureusement et avec toute notre gratitude la sœur Algérie, gouvernement et peuple sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune qui est resté comme toujours en harmonie avec elle-même, avec son histoire, avec ses principes et avec les exigences du droit international ainsi que sa position en tant que pays observateur à l'instar de la sœur Mauritanie dont nous saluons le niveau des relations de fraternité, d'amitié, de voisinage et de destin commun qui la lie avec la République sahraoui. Allez, dans le conflit russo-ukrainien, à présent, les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de 5 personnes et plusieurs blessés dans un présumé bombardement russe intense sur les provinces de Kherson et Donetsk dans l'est du pays. Bombardement ayant causé également des dégâts matériels. De son côté, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir repoussé une attaque ukrainienne nocturne contre plusieurs régions du pays. Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe a confirmé que ses forces aériennes avaient réussi à abattre 121 drones ukrainiens et détruit plusieurs missiles. Le gouverneur de la région ukrainienne, cette fois de Soumy, Oleksiy Irorov, a annoncé que des drones russes avaient attaqué tard lundi soir lors de la deuxième attaque majeure contre Soumy en 24 heures, provoquant une coupure totale d'électricité. Et le général Valery Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, a affirmé de son côté que les forces russes avançaient sur toute la ligne de front en Ukraine en ciblaient plutôt les troupes ukrainiennes encerclées dans la ville de Myrnorad. Les troupes du groupement interarmé poursuivent leur offensive pratiquement dans toutes les directions. Lors du rapport présenté au commandement suprême le 1er décembre concernant la libération de Pokrovsk, le commandement suprême a ordonné de vaincre les unités ennemies dans les zones de l'est de Pokrovsk et à Dimitrov. À ce jour, les unités de la 2e armée russe ont libéré les localités de Rivne, Ri et Nativka, limitrophes de Pokrovsk à l'est. Et dans ce contexte d'affrontement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine manquait d'environ 800 millions de dollars pour acheter les armes américaines qu'elle avait prévu d'acquérir cette année avec l'aide de ses alliés européens. Cette année, il nous manque encore 800 millions de dollars et il nous en manquait 1,5 milliard. Mais aujourd'hui, les Pays-Bas, que nous remercions pour leur décision positive concernant le programme, ont alloué 700 millions de dollars. Merci à Dixrouv, merci aux Pays-Bas pour cette décision. Par conséquent, nous comptons sur les États-Unis. Nous nous battons et recherchons des fonds pour Pearl en collaboration avec tous les acteurs concernés. Le Kremlin a démenti, lui, catégoriquement les allégations européennes selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine souhaitait restaurer l'Union soviétique et s'en prendre à l'OTAN, les qualifiant d'absurdes.
Vladimir Poutine ne souhaite pas restaurer l'URSS, car c'est impossible. Il a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises. Tenir de tels propos revient à manquer de respect à nos partenaires et alliés, dont la structure d'intégration est plus avancée. Apparemment, Merz, le chancelier allemand, l'ignore. Quant aux préparatifs en vue d'une attaque contre l'OTAN, ce sont des inepties. Une fois de plus, j'appelle chacun à écouter la source première, à savoir notre président Poutine. Dans l'actualité également, le président américain Donald Trump a menacé d'imposer une taxe douanière supplémentaire au Mexique, l'accusant de ne pas respecter un traité de partage des ressources en eau. Trump a exhorté Mexico à fournir près de 250 millions de mètres cubes aux États-Unis d'ici la fin de l'année, sans quoi une surtaxe additionnelle de 5% sera appliquée aux produits mexicains. Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se sont étendus ce mardi le long de la frontière contestée entre la Thaïlande et le Cambodge, où le bilan total s'élève à 10 morts et près de 150 000 déplacés. Les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des combats dimanche soir, moins de 2 mois après un accord de cessez-le-feu co-signé par le président américain Donald Trump. Le ministère cambodgien de la Défense a fait état ce mardi de la mort de 3 nouveaux civils, portant le total à 7 depuis la reprise des hostilités. D'après les premières informations des autorités provinciales, les bombardements de zones civiles menés par l'armée thaïlandaise du 8 décembre 2025 au 9 décembre 2025 à 6 heures du matin ont entraîné la mort de 7 civils cambodgiens et fait 20 blessés. Le ministère de la Défense nationale et les forces armées royales cambodgiennes tiennent à exprimer leur soutien indéfectible au gouvernement cambodgien dans ces négociations visant à garantir la sécurité du peuple cambodgien dans le respect du droit international. Parallèlement, le Cambodge appelle la Thaïlande à reprendre les négociations dans le respect du cessez-le-feu et de l'accord de paix signé le 26 octobre entre le Cambodge et la Thaïlande, sous le patronage du président Donald Trump et du premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, alors président tournant de l'ASEAN. De son côté, l'armée thaïlandaise a annoncé ce mardi la mort de 2 soldats après un premier la veille, dont un dans l'explosion d'une grenade à proximité du temple de Preah Vihear, un site classé à l'UNESCO. Au Pakistan, cette fois, des terroristes ont pris d'assaut un checkpoint et tué 6 soldats dans une zone du nord-ouest du pays, frontalière de l'Afghanistan. Plus d'une dizaine d'hommes armés ont attaqué ce poste de contrôle du district de Kuram dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, ce qui a donné lieu à un échange de feu. Et puis enfin en Indonésie, un incendie dans un immeuble de bureaux du centre de la capitale Jakarta a fait au moins 22 morts ce mardi. Selon le dernier bilan d'un responsable de la police, l'incendie s'est déclenché dans un immeuble de 7 étages de Kemayoran, un quartier animé du centre de Jakarta. Voilà, on arrive ainsi à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.